Radio Essai maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, une émission produite par Didier Deplège, Alex à la réalisation. Nous commençons la soirée avec la conférence du professeur Auguste Mécène, conférence qui s'est déroulée à l'occasion des premières rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne. Après tout ce que j'ai entendu, il faut un peu de courage de parler ici en tant que scientifique d'une recherche scientifique sur le phénomène ovni. Pourtant, c'est ce que je vais essayer de faire en toute tranquillité d'esprit, comme j'ai toujours fait, et toute indépendance d'esprit. Le sujet est caractéristiques physiques des propulsions des ovnis. Ça veut dire que je vais parler du phénomène tel qu'on l'observe et de la recherche d'une explication rationnelle. Il faut dire que je me situe là entre deux camps, parce qu'il y en a qui disent on ne comprend pas, mais il n'y a rien à comprendre, parce que le phénomène n'est pas réel. Tout ce qu'on croit avoir observé ou ce qu'on entend dire, c'est tout simplement l'équivalent des méprises ou des constructions mentales. Le problème de ce côté-là, c'est qu'eux n'étudient pas le phénomène. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de se voiler les yeux pour ne pas changer les idées qu'ils ont dans leur tête. Alors de l'autre côté, on dit oui, on ne comprend pas, mais il n'y a pas moyen de comprendre. Si c'est extraterrestre, c'est tellement compliqué, ça me dépasse. Ou bien, on les mélange à toutes sortes de choses magiques. Vous avez vu des exemples. Alors, moi, je suis un peu au milieu, parce que je voudrais comprendre. En particulier, ce qui se passe pour la propulsion. Ça veut dire, centrons-nous sur quelques problèmes liés à des observations et cherchons à comprendre en utilisant une méthode qui a fait ses preuves, c'est la méthode scientifique. Alors ne vous effrayez pas parce que l'essentiel n'est pas difficile à comprendre. Il y a des choses qui sont pour des spécialistes, mais l'essentiel, c'est tout à fait abordable. Eh bien, pour prendre la dimension du caractère exceptionnel du phénomène ovni, nous pouvons nous référer à la vague belge. Et vous avez ici un diagramme de l'évolution du nombre des observations enregistrées. Brusquement, oui, il n'est pas assez fort, mon laser, pour indiquer ça, mais vous allez comprendre là où se trouve la flèche. La soirée du 29 novembre 1989, en fait, entre 5h et minuit, est lieu de l'ordre de 120 observations. Et ça même dans une région assez réduite de la Belgique, qui est assez réduite. Pendant les jours suivants, vous voyez, le nombre des observations a augmenté plus lentement. Vous avez ici le graphique jusque fin avril 1991, mais ça a duré jusqu'à 1994, traduisez 94. Alors, vous avez ici un graphique de la distribution des points d'observation rapprochés, ça veut dire à moins de 1000 mètres pour qu'on soit sûr qu'il s'agit d'un ovni. En fait, ce n'est pas apparu partout en même temps. C'est apparu d'abord à l'est du pays, et puis ça a progressé vers l'ouest. Ici, vous avez la répartition à la frontière allemande, justement pendant cette fameuse soirée du 29 novembre 1989. Les points bleus correspondent à un objet. Cet objet est venu d'Allemagne, en haut, à droite, et il a été vu de près par des gendarmes, quand il était tout à fait immobile. Ensuite, il est reparti vers l'Allemagne,
s'est arrêté sur place, a tourné de 180 degrés, reparti vers la ville de Pet, toujours à une altitude de l'ordre de 100 mètres et sans bruit audible. Il a survolé l'hôtel de ville et puis il s'est arrêté au-dessus d'une tour, une haute tour éclairée au barrage de la Gillette, où il est resté pendant 1 heure. Mais toute l'observation a duré 2 heures avec de multiples témoins que j'ai interviewés moi-même. Alors voilà l'objet. Le dessin que vous voyez, je l'ai réalisé d'après la description des 2 gendarmes qui l'ont vu à moins de 150 mètres. C'est une plateforme qui était horizontale mais vue obliquement. Vous avez un triangle avec 2 coins coupés parallèlement à l'axe de symétrie. Déjà, le fait qu'il y a un axe de symétrie est important. Alors, au centre de l'objet, vous avez une lumière rouge qui était clignotante, et aux 3 coins, il voyait une grande surface ronde éclairée de façon uniforme. De là semblait émerger une lumière extrêmement intense, blanche. Ces faisceaux descendaient jusqu'au sol, mais c'était des faisceaux spéciaux, parce que les bords étaient tout à fait nets, et tout l'intérieur, donc le volume intérieur à l'intérieur de ces cônes, était très lumineux. Alors pour moi, en tant que physicien, ça signifiait que ces soi-disant projecteurs n'émettaient pas de la lumière, mais une autre radiation qui, elle, excitait les molécules d'air, et alors c'était l'air qui était lumineux, comme le gaz dans un tube Taylor que vous connaissez bien. Je dois dire encore que cet objet était grand, parce que les gendarmes avaient de bons points de référence pour dire que la longueur de la bâche arrière, donc entre les 2 points coupés, mesurait 30 à 35 mètres. La hauteur est un peu supérieure à 2 mètres. Alors, quand les gendarmes qui ont suivi cet objet, à une distance, ils ont bien fait leur boulot, comme gendarmes, ils l'ont vu à un moment donné, quand il était au-dessus du barrage de la Gillette, à 4 km de distance. Et alors, ils furent très étonnés de voir sortir des 2 côtés des faisceaux qui s'allongeaient. Et finalement, les faisceaux disparaissaient, il restait 2 boules aux extrémités. Ces boules s'approchaient de l'objet, tournaient autour, et puis disparaissaient. Après peu de temps, la même chose recommençait, et ça a duré ainsi 1 heure, jusqu'à ce que l'objet partait. Alors, pour montrer un peu, par quelques exemples, ce qu'était l'AVA, voici un objet qu'on a vu à Bruxelles, le 1er décembre, donc 2 jours plus tard, surgir au-dessus des toits des maisons. Il est resté immobile, on l'a vu à moins de 20 mètres. L'objet pourtant était petit, parce qu'ici, les côtés mesuraient de l'ordre de 5 mètres. Voilà un autre objet qui, lui, glissait très lentement, à très faible altitude, au-dessus de la ville de Pet. Aux abords de la ville, très faible altitude. Et ici, on avait de bons points de repère pour dire que le grand diamètre mesurait au moins 40 mètres. Voilà. Il y a en bas à gauche 2 croix dans une surface verte. Là se trouvait un météorologiste de la force aérienne belge. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous voyez, parce que je suis entravé par le câble ici. Merci. Et là, il se tenait avec sa fille à attendre le bus et il voit venir au-dessus des toits, voilà des toits, un objet qui fait le tour de la place à faible vitesse, part,
Et voilà le dessin qu'il a fait. Il note spécifiquement que le diamètre des grandes lumières était 3 à 5 mètres. Donc l'objet était grand. Voilà c'est en pleine ville. Voilà, quelques jours plus tard, deux vues d'un même objet, c'est de nouveau différent. Alors, ceci nous permet déjà de tirer quelques conclusions. On a vu des objets de grandeur et de forme différentes. Ils pouvaient bouger très très lentement, à très faible altitude, ou même rester tout à fait immobiles. Il n'y a aucun avion conventionnel, fut-il secret, qui a la technologie pour faire ça. Mais, d'un autre côté, ces objets-là n'avaient pas la forme des soucoupes classiques. Et cela est important, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, parce que c'était des vagues massives qui se présentent d'une façon originale, et ce qu'on a comme conséquence, c'est que d'un coup, cette hypothèse psychosociologique qui veut que bon, il y a des rumeurs qui se communiquent, ça tombe à plat. Comment voulez-vous que autant de personnes inventent brusquement un nouveau type d'ovni avec certaines variations, mais quand même un air de famille? C'est absurde. Alors, après ça, ayant constaté que cette vague était extraordinaire, mais réelle, je vérifié moi-même, je me suis préoccupé de ce qui pouvait apparaître sur les écrans radars, aussi bien des militaires que des radars civils. Alors, cette partie-là, je vais passer dessus, sauf si dans la discussion vous voulez plus de détails, j'ai quelques diagrammes de ça. Mais ce n'est pas essentiel pour le sujet que je veux présenter. Il y a cependant une chose que je dois signaler, c'est qu'il faut avoir le plus grand respect des autorités militaires belges, y compris le ministre de la Défense, qui m'ont permis d'avoir toutes les données que je voulais. Tout. Alors, cela a permis d'une part de démontrer, vraiment de démontrer, que les ovnis belges étaient très difficilement détectables au radar. On ne peut pas dire qu'on nous a caché quelque chose. Inversement, on a été surpris de découvrir des choses que personne ne comprenait. Pas les radaristes, pas les professeurs des radars, l'école royale militaire, personne ne comprenait. Certaines, j'ai pu comprendre assez rapidement, d'autres, j'ai mis plusieurs années pour les comprendre, mais j'ai réussi. Ce n'est pas tellement ça notre sujet, mais ici, je montre quelque chose qui est amusant, qui était la petite récompense pour moi, c'est que pendant le vol des F-16, ce sont des enregistrements des radars militaires qui sont beaucoup plus performants que les radars civils. Et on voit les tracés des F-16 qui circulent. Et pendant qu'ils circulent, apparaît quelque chose près de Bruxelles, de Waverliège, qui, on va pouvoir, donc les F-16 volaient à une hauteur de 3000 mètres, et cela passait de 900 à 4000 mètres en quelques minutes, très rapidement, la vitesse comprise entre 800 et 1000 km à l'heure. Puisque moi j'ai regardé tout, j'ai découvert ça, alors que les radaristes de la force aérienne n'avaient pas découvert, ils cherchaient autre chose. Mais il fallait tout regarder. Alors, voilà, j'ai trouvé encore une autre trace suspecte, cette fois-ci sur le radar de l'aéroport national à Bruxelles. Mais simplement pour dire, vous le savez, qu'il y a eu des observations radar, mais ces ovnis, ayant la forme de plateforme, souvent triangulaire, mais pas nécessairement, eux
soit à cause de la forme, soit à cause de la composition de la surface, était difficilement détectable, et c'est pour moi important, c'est une propriété de ces osmoses. Moi, je cherche tout simplement à connaître le phénomène. Alors, je vais parler plus d'une photo extrêmement remarquable qui a été prise en Belgique à Petit-Rechin en avril 1990. Vous voyez la photo originale, il y a un copyright, je signale, un extrait de la partie essentielle et ce qu'on a pu en extraire par des moyens purement photographiques. Vous voyez apparaître un triangle. Alors ceci a été confirmé brillamment par une analyse qui a été faite à l'école royale militaire par le professeur Aschoua et son équipe. Ils ont séparé les images en rouge, vert et bleu contenues dans la dia couleur. Et à gauche, vous voyez ce qui apparaissait dans la couche sensible au bleu. En fait, ça devrait être en gris, en noir et blanc, mais on a indiqué les niveaux d'intensité lumineuse en fausse couleur, d'après le barème qui se trouve, je pense, maintenant ça, qui se trouve là. Alors, l'objet était presque noir, très peu de lumière, mais on voit très bien ses contours parce que l'arrière-fond est lumineux, spécialement près de l'objet. Et c'est, par hasard, un triangle au coin coupé comme celui que je vous ai montré au début. Mais il y avait une très grande différence parce que, tout d'abord, le photographe et les témoins qui étaient avec lui, de même que les gendarmes européens et tous les témoins pendant la vague belge, ils ont vu des lumières rondes uniformément éclairées. Et sur la photo apparaît évidemment autre chose. Une lumière très irrégulière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour moi une question importante. À droite, vous voyez ce qui apparaissait de la couche sensible rouge. On ne discerne pas la forme de l'objet, même à faible intensité. Mais les lumières sont bien visibles. Alors ici, vous voyez les niveaux d'intensité pour la lumière supérieure, au centre et inférieure. J'ai demandé au professeur Aschoua de me préparer pour ici il a choisi celle qui se trouve à la pointe de l'objet, pour cette lumière-là, des lignes de niveau de même intensité avec des intervalles égaux pour 10 niveaux différents. À partir de cela, j'ai pu préparer une maquette, vous voyez là à droite, en bas à droite. C'est une sorte de montagne déchiquetée avec des falaises et de profondes vallées. C'est certainement pas quelque chose qui correspond à ce que les témoins avaient vu. Ah, c'est un problème. Et moi, je dois dire que ce qu'on ne comprend pas m'intéresse. Parce que là, il y a du travail à faire. Et j'ai pensé que peut-être il y avait là de la lumière ultraviolette qui pouvait être photographiée, mais qu'on ne percevait pas à l'œil humain. Bon, c'est une hypothèse, il faut la tester. Alors je l'ai testé très très soigneusement, d'abord en vérifiant que la lumière ultraviolette peut être détectée et laisse une trace photographique sur des films ordinaires. Deuxièmement, il fallait vérifier est-ce que cette lumière ultraviolette traverse l'objectif de l'appareil. Nous disposions de l'appareil original, c'est un Practica, voilà, et la courbe rouge donne la transmission optique pour cette Practica dans l'ultraviolet, le visible, et l'infrarouge. Vous voyez que cette Practica laisse passer une bonne partie d'ultraviolet. Bon, mais
nous avions également fait ces mesures d'ailleurs dans un institut très spécialisé en Belgique pour deux autres objectifs. L'objectif d'un appareil Leica et un objectif d'un appareil Zenith. Pourquoi? Parce que Hélène Crespo avait publié en 1980 un livre où elle présentait des photographies de lumière d'OVNI. Quelque chose de très bizarre. Et elle l'utilisait, parce qu'elle était étudiante et la practica était bon marché, elle utilisait cet appareil soviétique. Un jour, elle a pris des photos avec un journaliste à côté qui, lui, avait une Leica, elle a pris les photos en même temps, elle avait des choses comme ça, et le journaliste, rien du tout. Eh bien, ça se comprend, parce que la Leica ne laisse pratiquement pas se passer d'ultraviolet, et l'appareil Zenith, oui. Il y a encore d'autres points plus fins, parce qu'il faut confirmer au maximum. Ici, ce qui apparaît dans les couches sensibles au bleu et au rouge. Alors, si vous voyez la partie centrale, elle est plus concentrée dans la couche centrée au bleu que dans la couche centrée au rouge. Il faut l'expliquer, s'il s'agit d'ultraviolet. Eh bien, le photographe a fait sa mise au point en lumière visible. Il ne pouvait faire que ça, évidemment. Donc, c'est pratiquement quand le foyer se trouve dans la couche sensible au vert. Mais la lumière ultraviolette est réfractée beaucoup plus fortement, donc le foyer se trouve devant, et vous voyez que dans la couche bleue qui se trouve à l'avant, pour la lumière qui rentre, l'image va être plus fine que dans la couche sensible au rouge. Voilà une autre confirmation. Alors, M. Acharois a fait une étude plus détaillée pour voir les contours de l'objet, en augmentant les contrastes. Et il est apparu que l'objet a un peu tourné pendant la prise de vue. Et ce qui est plus important encore, c'est que cette rotation semble être corrélée avec la forme des lumières. Ah, pourquoi? Alors, j'ai formulé de nouveau une hypothèse pour tester ensuite. Et l'hypothèse était la suivante. Devant ce qu'on appelait un phare, ou un grand phare, il y a une ionisation de l'air. Alors, ça explique pourquoi il y aurait de l'ultraviolet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un champ magnétique et un champ électrique. Alors, ces deux champs ensemble agissent sur des particules chargées qui résultent de l'ionisation, ils exercent une force. Et alors, il est tout à fait logique en l'idée que l'objet ressent un recul. Et donc, vous pouvez expliquer le mouvement de l'objet. En fait, il semblerait, d'après cela, que ces grands phares ont un rôle fonctionnel, c'est un système auxiliaire, et on comprend pourquoi, je vous ai dit au début, cet objet allait vers la frontière, s'est arrêté sur place et a tourné de 180 degrés sur place. C'est le système qui permet de le faire. Mais il n'y a pas que ça, parce que une étude récente, en 2003, faite par le professeur André Marion de l'Institut d'optique à Auxerre, près de Paris, il a utilisé une méthode plus fine pour détecter des détails dans le bruit de fond. Et il a trouvé une structure. Il y a comme des lignes de flux. Je vais essayer. Ça, c'est d'abord ceci. Ici, ici on les voit bien, mais on les voit là aussi, on les devine, mais ici on les voit bien. Maintenant, je vais agrandir cette partie, on voit bien ces lignes de flux. Et c'est une confirmation de l'idée que le système agit sur des particules chargées, d'une certaine façon, pour provoquer ce mouvement. Alors ça introduit un peu le sujet dont je vais parler, de la propulsion.
En fait, ici, on a la chance, par accident, d'avoir pour la première fois presque une vue directe dans le secret de la propulsion. Alors, c'est pas tout, parce que, vous vous rappelez, au début, j'ai montré ces faisceaux. Ces grands phares semblent avoir aussi d'autres fonctions. Ces faisceaux étaient très spéciaux. Eh bien, c'était connu. Déjà, pour les soucoupes classiques, on parlait de faisceaux de lumière solide. Pourquoi? Parce que les bords sont nets, l'intérieur est très lumineux, et en plus c'est tronqué. Il n'y a pas que ça. La longueur de ces faisceaux est modifiable. Voici un exemple qui résume une observation d'un policier danois qui le montre. Dans d'autres cas. En plus, ces faisceaux produisent ce qu'on peut appeler un effet ascenseur, à la fois pour des personnes et même pour un hélicoptère. C'est un cas bien connu et le pilote a témoigné devant une commission spéciale des Nations Unies. Ah oui, pour ces faisceaux, je ne vais pas entrer dans les détails, mon idée actuelle est qu'il s'agit de faisceaux d'ondes de plasma d'un certain type. Ça, c'est lié à des recherches que je fais pour l'instant, qui sont en train de se terminer après 10 années de temps, ça, 30 années de temps, concernant la foudre en boule. Il y a certains mécanismes semblables. Et évidemment, pour s'attaquer à un problème pareil, il faut essayer de développer une vision très large. Alors, la propulsion. C'est évidemment le problème scientifique majeur. Et là, il y a quelque chose à apprendre, peut-être. Il faut voir où vont nos yeux et notre esprit. Alors, les propositions initiales, je les ai formulées déjà en 1973, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait une certaine logique qui a amené à cette proposition. Considérons, puisque ça existe, des ovnis qui sont stationnaires. À ce moment-là, vous avez le poids, la force d'attraction de la Terre, qui doit être compensée par une autre force. Sauf si vous êtes pour la magie. Moi pas. Alors, d'où vient cette autre force? Cette force vraiment inconnue doit, d'après les principes de physique, résulter du principe de l'action et de la réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet doit, lui, exercer des forces sur son environnement, et alors lui-même ressent une force équivalente à la résultante de toutes ces forces. Ça, c'est la physique. Maintenant, quelle est la nature? Quelle est la nature de ces forces? Il y a des indices. Et l'indice principal est que l'air autour de l'OVNI est lumineux. Donc, on peut penser qu'il y a une ionisation de l'air et les particules chargées, et on pourrait agir sur ces particules chargées au moyen de champs électromagnétiques adéquats. On ne le voit pas. Alors, progressivement, j'ai élaboré une théorie, et une théorie en physique, ça comporte une loi fondamentale. La loi fondamentale, vous la connaissez, c'est la loi de Newton qui dit quelle est la force exercée sur une particule chargée quelconque. On peut avoir une charge Q, une masse M, et alors masse fois accélération qui égale la somme des forces appliquées. Alors, la première, là, la force électrique, elle est proportionnelle au champ électrique. La force magnétique est proportionnelle au champ magnétique, mais elle dépend aussi de la vitesse. Et il y a une force de frottement qui, elle, est proportionnelle à la vitesse, mais de signe opposé. C'est encore de la physique simplement. Maintenant, vous imaginez qu'une particule chargée apparaît brusquement par l'ionisation. Cette particule chargée va être accélérée, s'il est positif, dans la direction du champ électrique, mais dès qu'elle se met en mouvement, le champ magnétique intervient et il tendrait à la faire tourner, sauf
il y a du frottement, et alors, au merveille des mathématiques, vous trouvez que le sommet, la pointe du vecteur vitesse, tourne suivant une spirale et se stabilise. Le frottement a un effet stabilisateur. Et donc, vous pouvez dire qu'elle est, jusqu'au moment où la particule chargée disparaît, parce qu'elle va disparaître, la force qu'elle a subie, même en moyenne. Il y a quelques autres formules qu'on peut trouver, que je ne dois pas discuter, mais qui sont importantes pour le raisonnement. Ici, je dirais très rapidement quelque chose de plus sur cette force-là. Le secret, le premier secret se trouve là. Cette force, grand F, est la résultante d'une force électrique, d'une force magnétique, mais dans l'état final, elle doit être opposée à la force de frottement. Donc, elle est elle-même dirigée suivant la vitesse. Et vous pouvez dire un certain nombre de choses, par exemple, que la composante perpendiculaire au champ électrique, au champ magnétique, est proportionnelle au produit de l'intensité du champ électrique et du champ magnétique à cet endroit. Il y a une autre particularité qui apparaît, c'est que la masse, ici, voilà, je reviens, voilà, la masse, ici, intervient, mais de telle manière que plus la masse est petite, plus la force est grande. Donc, les électrons vont jouer un rôle prépondérant. Voilà tout ce que vous pouvez sortir de ces équations. Je mets les ions contribuent ici. Et maintenant, il faut ajouter quelques remarques. Parce que, comment est-ce qu'on produit les particules chargées à tel ou tel endroit? Il faut ioniser, on peut le faire avec un faisceau de micro-ondes, et son intensité peut être assez modeste. Pourquoi? Parce que dès que les électrons arrivent, sont produits, ces électrons sont accélérés, ils sont ionisés eux-mêmes. Il y aura un effet d'avalanche, et donc vous avez une ionisation intense là où vous voulez. Vous aurez le processus d'excitation, de recombinaison, ça explique la lumière, et la dernière ligne, elle est très importante parce que spécialement en France, on a objecté à cela que ça ne pouvait pas fonctionner parce que d'après le modèle de l'hélicoptère, il y aurait en dessous de l'OVNI un vent extrêmement violent qu'on n'observe pas. L'argument est faux. Pourquoi? Parce que tout d'abord, un hélicoptère agit seulement sur les molécules qui sont en contact avec le rotor. Deuxièmement, pour un OVNI, par contre, l'OVNI agit sur toutes les particules chargées réparties dans un volume donné. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut voir comment ces particules chargées vont interagir avec les particules neutres. Et cela, c'est un autre problème. Voilà, pour une particule qui a une grande vitesse, quand elle s'approche d'une particule neutre, voilà ce qui se passe. Elle arrache un électron, et elle va tellement vite qu'elle n'est pas déviée. Le résultat est une ionisation. Vous avez la particule chargée à transférer un peu d'énergie à la particule neutre, parce qu'elle est ionisée, et il n'y a pas de transfert de quantité de mouvement quand on ne met pas la particule neutre en mouvement. La situation est différente pour une particule de faible vitesse. Alors voilà ce qui se passe, elle s'approche, et alors elle commence à attirer les électrons, s'il est positif, les électrons de la particule neutre est polarisée, et c'est elle maintenant qui agit sur la particule chargée, et elle va promptement la dévier de sa trajectoire. Il y a cette fois-ci un transfert de quantité de mouvement, mais si les particules chargées sont des électrons de masse très petite par rapport aux particules neutres, la particule neutre n'est pas mise en mouvement. Et ça, c'est le processus essentiel dans l'air. Dans l'eau qui est plus dense, c'est différent, nous verrons tantôt. Bon, maintenant,
c'est l'élément essentiel, le plus difficile à trouver, était, bon, tout ça peut-être, mais comment est-ce qu'on produit le champ électromagnétique nécessaire? Eh bien, là, j'ai développé une théorie logiquement cohérente avec le processus suivant. Il suffit de voir qu'il y a des pas logiques. Eh bien, prenons une sphère, ça existe les autres sphères. Supposons que la surface est supraconductrice et que sur la sphère, il y a une densité de courant qui est nulle au pôle nord et sud et la plus intense dans le plan équatorial. Alors, automatiquement, vous allez produire un champ magnétique, comme pour un sélénite, avec une particularité différente, puisque le corps est supraconducteur, les lignes de champ magnétique ne pénètrent pas à l'intérieur. Elles se ferment juste en dessous de la surface. Maintenant, si la densité de courant aussi, le champ magnétique aussi, il y aura automatiquement induction d'un champ électrique. On peut dire quelle est la configuration, l'intensité, etc. du champ électrique et du champ magnétique. Il suffit de résoudre les équations de Maxwell et de London qui sont bien connues. Pourtant, il y a quelque chose de spécial, parce que l'onde qu'on produit ainsi, à basse fréquence, est une onde électromagnétique de surface. Ça veut dire qu'elle est très intense près de la surface de l'OVNI et une intensité nulle à grande distance. En outre, elle a une rétroaction adéquate, ça veut dire que le champ électrique à la surface de l'objet est justement tel qu'il va de nouveau accélérer les paires d'électrons qui sont responsables de la supraconductivité et on a une oscillation auto-entretenue. Ce système, ça c'était une bonne surprise, mais ça résulte des équations, ce système fonctionne à toute fréquence, du moins elle est suffisamment basse pour ce qu'on appelle, pour les techniciens, l'approximation quasi-statique. Il n'y a pas de perte d'énergie par radiation, pas de perte d'énergie par conduction, par résistance électrique. L'intérieur est protégé, ce qui est très important. Il y a une seule hypothèse, parce que pour les ovnis, il faudrait admettre une supraconductivité à température normale. Bien, si c'était vrai, ce serait très intéressant d'en savoir davantage. J'ai proposé un mécanisme qui pourrait rendre compte de cela, parce que pour former des paires d'électrons, à basse température, il y a un échange de phonons virtuels. Et à température normale, il faudrait échanger quelque chose qui a plus d'énergie. Ça peut être des placements virtuels, ça pour des spécialistes, mais pour tout le monde, il y a un mécanisme plausible qu'on pourrait tester. Et on a des projets pour le faire. Alors, conséquence maintenant, c'est qu'on arrive à un système que j'appelle de propulsion électromagnétique pulsée. En abrégé PEM, ça va aussi en anglais, Pulsed Electromagnetic Propulsion. Pourquoi? Parce que, d'après les équations, on trouve que le champ électrique et le champ magnétique oscillent dans le temps avec un déphasage. L'un est nul quand l'autre est maximum ou minimal. Donc, le produit qui détermine la grandeur de la force varie, comme l'indique ce graphique ici en dessous. Mais il faut aussi une ionisation pour qu'il y ait une force. Eh bien, maintenant, il suffit d'ioniser à cette cadence-là, et vous aurez à un endroit donné une force qui a une orientation donnée. Si vous ionisez à cette cadence-ci, intercalée, vous inversez le signe de la force. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez maintenant un système de force pulsée alternée. Ça veut dire, s'il s'agit d'un mouvement vertical, vous pouvez tirer en haut et pousser en bas, de façon alternée. S'il s'agit d'un mouvement latéral, vous tirez devant l'objet, vous poussez derrière l'objet. En plus, c'est un système extrêmement flexible, parce qu'il suffit de modifier
la répartition des ionisations pour que quasi instantanément vous pouvez changer la direction du mouvement. Donc ce sont des choses observées. Maintenant, je dois terminer en disant est-ce qu'il y a des confirmations ou est-ce que c'est une élucubration? Même si c'est logiquement cohérent, il faut voir est-ce que ça correspond au fait. Eh bien, ici, un exemple d'un ovni qui venait de loin, qui s'est arrêté au-dessus de la surface de l'eau, et là, il a creusé un trou, d'où émergeaient des vagues concentriques très fortes. Eh bien, ça prouve au moins une chose, c'est que cet objet a exercé des forces sur l'eau qui étaient pulsées et à basse fréquence. Alors, est-ce qu'il existe des évidences pour l'ionisation pulsée dont on a besoin? Oui, même dans le rapport qu'on donne, on parle, parce que l'UNICEF Force, un avion spécial de l'UNICEF Force, a détecté déjà très tôt des micro-ondes qui étaient émises par un ovni et qui étaient pulsées à 600 Hz, durée des impulsions 2 microsecondes. Bon, il y a au moins une preuve de ça. Il y a une autre preuve qui pour moi a été fascinante parce que j'avais déjà développé un certain nombre d'idées et puis je trouve plusieurs rapports de pilotes qui dans leur avion constataient que l'aiguille de la boussole magnétique tournait aussi longtemps qu'il y avait un ovni tout près. Je suis directement allé au laboratoire et je me suis dit, ça je peux tester. Parce qu'une boussole, ça, on a, et on peut la soumettre à un champ magnétique. Maintenant, il n'est pas du tout évident que si vous avez un champ magnétique qui est aussi suivant une direction donnée à l'échelle de la boussole, ça doit faire tourner l'aiguille. Pourtant, ça se fait. Il y a même tout un domaine, ça c'est le résultat d'une étude expérimentale, tout un domaine, vous voyez ici, où vous obtenez des rotations. Les spécialistes, c'est un exemple de phénomène non linéaire. Autour de cela, en général, il y a un mouvement chaotique. Et ce que cela veut dire, vous le voyez ici, parce qu'alors j'ai écrit l'équation, j'ai fait des simulations sur ordinateur. Voilà, dans ce cas-ci, ici, en haut, là, pour une fréquence donnée, vous avez, ceci se donne l'angle entre l'aiguille et une direction fixée, et bien cet angle augmente continuellement. Ça correspond à une rotation. Dans l'autre cas, vous avez une fréquence différente et l'aiguille hésite. Parfois, elle va vers la gauche, parfois vers la droite. C'est un exemple de mouvement chaotique parce que des toutes petites différences changent vraiment le comportement. Alors, il y a mieux, parce que Ray Stanford, que j'ai été voir aux États-Unis pour voir son équipement et ses enregistrements, il a réussi à détecter, par enregistrement, le champ magnétique d'un ovni. Et vous voyez ici que la fréquence était de l'ordre de 10 cycles par seconde. Basse fréquence. Alors, voilà. Maintenant, la question, bon, champ magnétique, vous bien admettre, et le champ électrique. Eh bien, voilà une confirmation de l'existence de champ électrique. Un ovni avait stationné pendant quelque temps au-dessus du sol, et on a trouvé une trace annulaire comme celle. Ça veut dire que le sol a été extrêmement chauffé, la végétation dépérit. Pourquoi? Eh bien, nous savons qu'après le modèle, autour de l'OVNI, il y a des lignes de force électrique parallèles à l'équateur, aussi au niveau du sol. Si le sol est humide, ça provoque un courant. Si le champ est très intense, ça chauffe le sol même jusqu'à évaporer toute l'eau, et vous avez l'effet prévu. Ce qui est plus beau encore, c'est que pour un champ magnétique bipolaire, vous aurez exactement le maximum dans un anneau pareil. Ça, je peux le démontrer mathématiquement. Il y a même des cercles de glace qui pourraient s'expliquer de la même façon. Alors, je suis presque au bout, mais quelque chose dont beaucoup de gens ont entendu parler, il y a le phénomène des cheveux d'ange. Ça veut dire quoi? Il y a parfois, après le passage d'un ovni, une gigantesque quantité de filaments très fins
qui tombent, mais qui sont thermiquement instables. Ça veut dire qu'il suffit d'approcher une allumette allumée, de l'approcher, et ça disparaît sans laisser de traces. Alors quoi? Il y a une explication simple, parce que il suffit d'admettre que parfois, dans l'air atmosphérique, il y a beaucoup de petites particules, une sorte de pollution. La nature est assez quelconque. Il suffit que ces particules soient électriquement polarisables. Le champ électrique de l'OVNI va donc produire dans ces particules une partie positive, une partie négative. La partie positive d'une particule va attirer la partie négative de l'autre. Et donc, vous aurez la formation d'une chaîne. Et l'OVNI va être entouré d'une multitude de chaînes très fines. Bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être englué dans une sorte de pollution. Pour s'en débarrasser, il va couper son champ électromagnétique, il va tomber et peut repartir. Question. Et alors les filaments utilisent? Parce que là, il fallait un champ électrique pour les polariser. Non. Quand vous avez des particules qui sont en contact, alors vous aurez des forces faibles, qu'on appelle les forces de Van der Waals, mais qui tiennent ça ensemble, mais pas très fortement, à tel point qu'il suffit d'un peu d'agitation thermique pour tout casser. Donc, c'est encore une confirmation de l'existence d'un champ électrique. Alors ça, c'est la dernière image avec des faits que je vais vous présenter. L'interaction d'un OVNI avec l'eau. Il y a eu des cas où des gens se trouvaient dans un bateau, par exemple un bateau en voile, dans l'océan, et alors ils ont brusquement vu passer que quelque part, l'eau montait localement, formait une grande bulle, de plus en plus haute. Et finalement, en sortait un objet, et alors en dessous de l'objet, il y avait une sorte de colonne d'eau, comme si l'eau était aspirée. Mais nous avons vu tantôt aussi le cas d'un OVNI qui ne sortait pas de l'eau, il avait creusé un trou, il y avait des vagues qui partaient de là. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, nous savons que les forces exercées sur les particules chafines sont perpendiculaires au champ électrique. Prenez la répartition des lignes de force magnétique. Et en plus de ça, il faut une ionisation. Alors, si vous voulez réaliser un mouvement vertical, il faut ioniser vers le haut et vers le bas, alternativement, de telle façon à développer les forces qui sont indiquées ici en rouge. Donc là, par exemple. En haut et en bas. Alors, en haut, si vous faites ça de façon symétrique, il y aura plus d'eau vers le haut. Et quand l'objet se trouve encore en dessous de la surface du haut, il va créer une bulle. Et quand il en est sorti, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, si le courant d'eau inférieur n'est pas été interrompu, vous avez de l'eau qui monte encore et qui retombe de suite. Ça explique ce qu'on a observé. Alors, dans ce cas-ci, par contre, une force. Attention, c'est pas l'air qui exerce la force sur l'eau. L'OVNI exerce une force sur tout le milieu environnant, donc sur l'eau. Et dans l'eau, la situation est différente dans l'air parce que l'eau est plus dense. Et là, il exerce une force pulsée. Et en dessous de l'OVNI, la force moyenne produit quand même un coup. Donc, moi je trouve que ceci est vraiment très parlant. C'est très visuel. C'est très joli. J'en arrive aux conclusions. La conclusion la plus importante est que nous progressons. Contrairement à ce que vous avez entendu dire, et souvent des notes de désespoir ou de désarroi, etc., nous progressons. Calmement, mais nous progressons. Il faut peut-être entendre, mais ça fait rien. Alors, le phénomène OVNI est réel. Non seulement parce qu'on a de plus en plus d'observations qui sont bonnes et importantes,
mais aussi parce que ça commence à faire du sens. Alors, l'étude scientifique du phénomène OVNI est possible. C'est surtout ça que j'ai voulu montrer d'ailleurs depuis 30 ans. Et il ne faut pas de spéculations tout à fait farfelues. Il ne faut pas de théorie des coffres et des univers parallèles, comme nous nous concentrer d'abord sur ce qui se passe ici, près de la surface de la Terre. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Puis on verra ensuite. La méthodologie que j'ai utilisée est uniquement basée sur des faits observés et des lois physiques connues. L'hypothèse extraterrestre est raisonnable. Je ne dis pas qu'elle est prouvée. C'est pas important. Mais c'est une bonne hypothèse de travail. Alors bien sûr, on sait qu'il y a des personnes qui disent, des scientifiques et des astrophysiciens, oui, il est possible, même très probable, qu'il y ait des civilisations extraterrestres plus anciennes et techniquement plus avancées que la nôtre. Mais ils ne peuvent pas venir chez nous. C'est impossible. Moi, je trouve que ce postulat, ou cette croyance dogmatique, est équivalente à dire eux ne peuvent pas, il est impossible qu'ils puissent en savoir plus sur l'univers, sur la physique, sur la technologie que nous pour l'instant. Ça me semble assez hasardeux. Peu importe qui prononce cette thèse. Alors, les voyages interstellaires, c'est vrai, nous ne savons pas comment ça se réalise, mais il y a de bons arguments théoriques que j'ai développés pour dire qu'ils doivent se faire à des vitesses relativistes et qu'ils nécessitent une source d'énergie d'un type nouveau disponible dans l'espace interstellaire. J'ai des idées là-dessus, ça c'est pas important maintenant, mais ce qui est quand même utile de dire, c'est que rien que ça justifierait une étude scientifique très approfondie de ce problème. Pourtant, ne mettons pas la charrue devant les bœufs, parce que ce qui est prioritaire pour l'instant, c'est une étude de ce qu'on observe près de la surface de la Terre. Il y a des observations. On peut les étudier. On doit les étudier. C'est ça que j'ai voulu vous dire, et je vous remercie de votre attention.